Chapitre 3. Disposés sur la table de banquet du Ladies' Day, il y avait des moitiés d'avocats vert jaune, farcis de crabes et de mayonnaise, des plats de rôtis saignants, de poulet froid, et à intervalles réguliers des coupes de verre ciselées remplies de caviar noir. Ce matin-là, je n'avais pas eu le temps d'avaler le moindre petit déjeuner à la cafétéria de l'hôtel, sauf une tasse de café bouilli trop longtemps, et qui était tellement amère que ça m'avait pincé le nez. J'étais affamé. Avant ma venue à New York, je n'avais jamais été dans un restaurant digne de ce nom. Je ne compte pas le Howard Johnson, je n'y ai mangé que des frites et des hamburgers au fromage, ou des milkshakes à la vanille en compagnie de gens comme Buddy Willard. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que j'aime la bonne chair plus que tout au monde. Peu importe la quantité, je ne grossis jamais. Pendant 10 ans, à une exception près, j'ai toujours conservé mon poids. Mes plats favoris sont riches en beurre, fromage, crème aigre. À New York, nous avons fait tellement de gueuletons gratuits avec les gens du magazine et les célébrités en visite que j'avais pris l'habitude d'examiner ces immenses menus écrits à la main, sur lesquels un minuscule plat de petits pois coûte presque $1, jusqu'à ce que je trouve les plats les plus raffinés et les plus chers, et j'en commandai toute une série. Nous étions toujours invités sur des notes de frais, donc je ne me sentais pas coupable. Je m'étais fait un point d'honneur de manger tellement vite que je ne faisais jamais attendre les autres qui, d'habitude, ne commandaient qu'une salade du chef et un jus de pamplemousse parce qu'elles essayaient de maigrir. Nous accueillons ici le plus charmant et le plus brillant groupe de jeunes filles que nous ayons jamais eu la joie de recevoir, sifflait d'une voix asthmatique le maître de cérémonie chauve et bedonnant dans son micro-cravate. Ce banquet n'est qu'un modeste symbole de l'hospitalité que notre banc d'essai gastronomique voudrait vous offrir en remerciement de votre visite. Un léger applaudissement très féminin, et nous nous sommes toutes assises devant l'immense table drapée dans une nappe blanche. Nous étions 11 filles, avec presque toutes les secrétaires de rédaction, ainsi que tout le personnel du banc d'essai gastronomique du Ladies' Day, dans leurs blouses blanches à smock, hygiéniques, avec des petites coiffes et un maquillage parfait d'une couleur tarte aux pêches uniforme. Nous n'étions que 11. Dorine était absente. Je ne sais pourquoi il l'avait placée à côté de moi et sa chaise demeurait vide. Je lui ai gardé son carton. C'était un miroir de poche avec Dorine peint dans la partie supérieure en lettres blanches. Et tout autour courait une guirlande de pâquerettes qui encadrait la surface argentée où se reflèterait son visage. Dorine passait la journée avec Lenny Shepherd. À présent, elle passait l'essentiel de son temps libre avec lui. Avant le gueuleton du Ladies' Day, le grand magazine de la femme qui comporte de luxueuses doubles pages de festins en technicolor avec un thème et une présentation différente chaque mois, on nous avait fait visiter les cuisines étincelantes et immenses. On nous avait montré toutes les difficultés de la photographie de la tourte aux pommes à la mode, sous des projecteurs puissants, parce que la crème glacée fond, et il faut la redresser avec les cure-dents chaque fois qu'elle commence à avoir l'air un peu trop fatiguée. La vue de toute cette nourriture entassée dans ces cuisines m'avait fait tourner la tête. Ce n'est pas que nous n'ayons pas eu assez à manger à la maison, mais grand-mère cuisinait toujours des plats économiques, des rôtis pas chers. Elle avait l'habitude de dire à votre première bouchée « J'espère que ça va vous plaire. Ça coûte 41 cents la livre. » Ce qui me donnait toujours l'impression de manger des sous et pas le rôti dominical.
Pendant que nous étions debout derrière nos chaises pour écouter le discours d'accueil, j'avais baissé la tête et repéré discrètement l'emplacement des coupes de caviar. Il y en avait une stratégiquement située entre la place vide de Dorine et la mienne. Je me rendais compte que la fille en face de moi ne pourrait pas l'attraper à cause de la montagne de massepain qui trônait entre nous. À ma droite, Betsy serait trop bonne fille pour me demander de partager avec elle, surtout si je la gardais en face de moi, à côté de mon assiette à pain. De plus, il y avait une autre coupe de caviar, un peu à droite de son autre voisine, et elle pouvait se servir dans celle-là. Mon grand-père et moi, nous avions une blague traditionnelle. Il était maître d'hôtel dans un country club proche de ma ville natale. Tous les dimanches, ma grand-mère allait le chercher en voiture pour son lundi de repos. Avec mon frère, nous y allions à tour de rôle. Mon grand-père servait toujours le dîner du dimanche à celui de nous deux qui était venu comme à un véritable membre du club. Il adorait me faire découvrir des friandises spéciales, et à 9 ans je raffolais de vichysoises froides, de caviar et de purée d'anchois. La blague était que pour mon mariage, mon grand-père veillerait à ce qu'il y ait autant de caviar que je pourrais en avaler. C'était une blague, parce que je n'ai jamais eu l'intention de me marier, et même dans ce cas, il n'aurait jamais pu m'offrir assez de caviar, à moins de dévaliser les cuisines du country club et de tout emporter dans une valise. Dans le brouhaha des tintements de verre, d'argenterie et d'ivoire, j'ai garni mon assiette de morceaux de poulet. Puis j'ai recouvert les morceaux de poulet d'une épaisse couche de caviar, comme si c'était du beurre de cacahuète sur une tranche de pain. Ensuite, je les prenais un à un, avec les doigts. Je les faisais tourner pour que le caviar ne dégringole pas, et je les mangeais. J'avais découvert quelque chose à propos du bon emploi des différents couverts, non sans appréhension. À table, si on affiche un air arrogant, persuadé d'être dans le vrai quand on fait une incorrection, personne ne trouvera rien à redire. Personne ne pensera que vous avez de mauvaises manières, ni que vous êtes mal élevé. On pensera que vous êtes original et très spirituel. J'ai découvert ce truc le jour où Jay-Z m'a invité à déjeuner avec un poète célèbre. Il portait un veston de tweed marron épouvantable, taché, des pantalons gris et un pull de jersey à carreaux rouges et bleus, avec un col en pointe. Dans un restaurant très chic, bourré de fontaines et de chandeliers, où tous les autres portaient des costumes sombres et des chemises blanches immaculées. Ce poète mangeait sa salade avec les doigts, feuille après feuille, tout en me parlant de l'antithèse de la nature et de l'art. Je ne pouvais détacher mes yeux de ses doigts pâles et boudinés qui allaient et venaient du saladier à sa bouche en transportant des feuilles de laitue dégoulinantes. Personne n'avait ri, ni même murmuré la moindre remarque désobligeante. Ce poète en avait fait la chose la plus naturelle et la plus sensée du monde. Comme aucun des membres de la rédaction du Ladies' Day n'était assis près de moi, que Betsy avait l'air douce et gentille et n'avait pas l'air d'aimer le caviar, je suis donc devenue plus confiante. Après ma première assiette de poulet froid et de caviar, j'en ai garni une autre. Puis j'ai taquiné les avocats et la salade de crabe. L'avocat est mon fruit préféré. Tous les dimanches, mon grand-père m'en rapportait un, caché au fond de sa valise sous 6 chemises sales et bandes dessinées dominicales. Il m'a appris à manger les avocats en remplissant le creux avec un mélange de gelée de raisin et de sauce française.
Je regrettais vraiment cette sauce. En comparaison, le crabe semblait fade. Comment était le défilé de fourrure? Ai-je demandé à Betsy, n'étant plus préoccupée par une éventuelle rivalité portant sur le caviar. J'avais gratté les derniers œufs noirs salés avec ma cuillère et je l'avais léché. C'était magnifique, a souri Betsy. Ils nous ont montré comment fabriquer un col passe-partout en queue de vison, fermant avec une chaînette en or, le genre de chaîne dont on trouve des imitations au Woolworth pour $1,98. Tout de suite après, Hilda a filé dans un magasin de fourrure en gros. Elle a acheté avec une grosse remise tout un tas de queues de vison. Elle a fait un saut au Woolworth et elle a tout cousu en rentrant dans le bus. J'ai jeté un œil sur Hilda, qui était assise de l'autre côté de Betsy. C'était vrai, elle portait une sorte de foulard apparemment coûteux, fait de queues en fourrure et qui se fermait par une chaîne dorée pendouillante. Je n'ai jamais vraiment compris Hilda. Elle faisait 1,80 m, avec des grands yeux verts bridés, des lèvres épaisses et rouges, un air vide et une expression slave. Elle fabriquait des chapeaux. Elle était attachée à la rédactrice du département mode, ce qui la différenciait des plus littéraires d'entre nous comme Dorine, Betsy et moi-même, qui toutes écrivaient des articles, même si certains d'entre eux n'étaient que des conseils de beauté ou de santé. Je ne sais pas si Hilda savait lire, mais en tout cas elle fabriquait des chapeaux étonnants. Elle suivait des cours spéciaux de modiste à New York. Tous les jours, elle arrivait au bureau avec un nouveau chapeau qu'elle s'était fait elle-même avec des morceaux de paille, de fourrure, de ruban ou de voiles de couleurs bizarres et subtiles. Étonnant, ai-je dit. Étonnant. Dorine me manquait. Pour me faire sourire, elle m'aurait murmuré des remarques spirituelles et piquantes sur Hilda et ses fourrures miraculeuses. Je me sentais très abattu. JC m'avait démasqué ce même matin. Je sentais que tous les soupçons désagréables que j'entretenais sur mon compte s'avéraient fondés. Je ne pourrais me cacher la vérité plus longtemps. Après 19 années passées à courir toutes sortes de bonnes notes, de prix, de bourses, je me laissais aller. Je ralentissais. Je quittais définitivement la compétition. Pourquoi n'es-tu pas venu au défilé de mode avec nous? M'a demandé Betsy. J'avais l'impression qu'elle se répétait, qu'une minute auparavant elle m'avait déjà posé la même question. Mais j'avais certainement du mal l'écouter. Tu es sorti avec Dorine? Non, je voulais aller au défilé de fourrure. Mais JC m'a appelé pour que j'aille au bureau. Ce n'était pas tout à fait vrai que je désirais aller au défilé, mais j'essayais alors de m'en convaincre, pour que ce que JC m'avait fait me blesse encore davantage. J'ai raconté à Betsy que j'étais resté au lit toute la matinée, avec l'idée d'aller au défilé de fourrure. Ce que je ne lui ai pas raconté, c'est qu'avant, Dorine était venue dans ma chambre et m'avait dit « Qu'est-ce que tu vas encore à cette connerie? Avec Lenny, on va à Coney Island. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Lenny peut te trouver un type très bien. De toute façon, la journée est pourrie avec ce gueuleton et la première du film cet après-midi. Personne ne nous regrettera. » Pendant 1 minute, je m'étais laissé tenter. À coup sûr, le défilé serait rasoir. Je me suis toujours pas mal fichu de ces fourrures. Finalement, j'ai décidé de rester au lit autant qu'il me plairait. Après, j'irai à Central Park passer la journée couché dans l'herbe la plus haute que je pourrais trouver dans ce désert chauve comme une mare à canards. J'ai dit à Dorine que je n'irai ni au défilé, ni à la première du film.
mais que je n'irai pas non plus à Coney Island. Je resterai au lit. Après son départ, je me suis demandé pourquoi je ne pouvais rien faire jusqu'au bout de ce qu'il faudrait que je fasse de toute façon. Cela m'a rendu triste et fatigué. J'ignorais l'heure, mais j'entendais les filles qui s'appelaient et se bousculaient dans le couloir. Elles se préparaient pour le défilé de fourrure. Puis le couloir est redevenu silencieux, pendant que je restais couché sur le dos, fixant le plafond blanc, uni. Le calme est devenu de plus en plus intense jusqu'à ce que je sente mes tympans éclater. C'est alors que le téléphone avait sonné. Je l'ai contemplé 1 minute. Le récepteur tremblait dans son berceau couleur os. Il sonnait donc pour de bon. J'ai pensé que j'avais sans doute donné mon numéro à quelqu'un lors d'une soirée dansante ou d'un dîner, et puis j'avais dû oublier. J'ai décroché le combiné et j'ai répondu d'une voix amène et enrouée. Allô? JC à l'appareil. Elle parlait avec une vivacité brutale. Je me demandais si vous comptiez passer au bureau aujourd'hui. Je me suis renfoncé dans mes draps. Je n'arrivais pas à comprendre comment JC pouvait croire que j'irais au bureau ce jour-là. Nous avions des emplois du temps photocopiés pour pouvoir nous repérer dans toutes nos activités. Nous passions de nombreuses matinées et après-midi en ville, loin du bureau, à faire des tas de choses, dont certaines, bien sûr, étaient en option. Il y a eu un long silence. Et puis j'ai dit faiblement, je comptais aller au défilé de fourrure. Évidemment, je n'avais jamais rien pensé de tel, mais je n'ai rien trouvé d'autre à dire. Et je lui ai dit que j'allais au défilé de mode, ai-je dit à Betsy. Mais elle voulait que je vienne au bureau pour me parler, et il y avait du travail pour moi. Oh, oh, a dit Betsy, avec sympathie. Elle a dû voir les larmes qui dégoulinaient dans mon assiette pleine de meringues glacées au brandy, parce qu'elle m'a tendu la sienne intacte, et après avoir fini la mienne, j'ai attaqué la sienne. Je m'étais sentie un peu maladroite de pleurer, mais c'était sincère. JC m'avait dit des choses épouvantables. Vers 10 heures, j'entrai timidement dans le bureau de JC. Elle s'est levée, a contourné son bureau pour refermer la porte. Je me suis assise à ma table de secrétaire, sur la chaise tournante. Elle s'est assise en face de moi, dans son propre fauteuil tournant. Derrière elle, je voyais la terrasse bourrée de plantes vertes, alignées sur des étagères, comme un jardin tropical. « Votre travail ne vous intéresse pas, Esther ?»« Oh, mais beaucoup même, » ai-je répondu. J'ai eu envie de crier comme si cela pouvait rendre mes paroles plus convaincantes, mais je me suis contrôlé. Toute ma vie, je m'étais répété que j'étais heureuse de me tuer à l'étude, lire, écrire, travailler. Et en fait, ça me paraissait vrai. Je faisais tout correctement. J'obtenais d'excellents résultats, et quand je suis entré au collège, plus personne n'aurait pu m'arrêter. Au collège, j'étais la correspondante de la Gazette de la ville, rédactrice d'un magazine littéraire et secrétaire du comité d'honneur, une institution populaire qui traitait des conflits académiques et sociaux, des sanctions, etc. Une femme célèbre, poétesse et professeure, me parrainait pour entrer dans les plus grandes universités de la côte Est, avec des promesses de bourse jusqu'à la fin de mes études. Maintenant, je faisais un stage auprès de la meilleure rédactrice en chef d'un magazine de mode à caractère intellectuel, et je trouvais encore le moyen de faire ma tête de mule. Tout m'intéresse.
Mes paroles sont tombées sur le bureau de JC en rendant le son creux de fausses pièces de monnaie. J'en suis heureuse, a répondu JC avec irritation. Vous pouvez apprendre beaucoup pendant ce mois passé au magazine. Il suffit de retrousser ses manches. La fille qui vous a précédé semblait se moquer de tous les défilés de mode. Elle est passée directement de ce bureau au Time. Mon Dieu, ai-je répondu de la même voix sépulcrale. Ça a été rapide. Évidemment. Vous avez une année de collège en plus, a poursuivi JC, un peu amadoué. Que comptez-vous faire une fois décroché votre licence? J'avais toujours pensé obtenir une bourse confortable, ou bien une subvention pour aller étudier un peu partout en Europe. Je pensais devenir professeur, écrire des recueils de poèmes, et puis devenir rédactrice dans un magazine quelconque. D'habitude, je parlais volontiers de tous ces projets. Je ne sais pas vraiment. J'ai ressenti un choc profond en m'entendant faire cette réponse, parce qu'à la minute où je l'ai faite, j'ai su que c'était la stricte vérité. Ça sonnait authentique, et je l'ai admis, comme on reconnaît une personne qui a traîné pendant des années autour de votre porte, et qui soudain se présente et déclare « Je suis ton père », et qui vous ressemble de façon étonnante. Vous savez donc qu'il s'agit bien de votre père, et que l'homme que toute votre vie vous avez pris pour votre père n'est qu'un imposteur. Vraiment, je ne sais pas. Vous n'irez pas loin comme ça. JC s'est mise à réfléchir. Quelle langue parlez-vous? Oh, je lis un peu le français. J'ai toujours voulu apprendre l'allemand. Depuis 5 ans, je répétais à qui voulait l'entendre que je voulais apprendre l'allemand. En Amérique, pendant la Première Guerre mondiale, quand ma mère était petite, elle parlait allemand, et les gosses à l'école lui lançaient des pierres. Mon père aussi parlait l'allemand. Il était d'un hameau follement déprimant, perdu dans la Prusse noire, et j'avais 9 ans quand il est mort. Mon frère cadet était à Berlin dans le cadre de l'expérience Vie internationale, et il parlait l'allemand comme un indigène. Ce que je ne disais pas, c'est que chaque fois que j'ouvrais un dictionnaire ou un livre d'allemand, mon esprit se fermait comme une huître à la seule vue de ces lettres épaisses, noires, tarabiscotées. J'ai toujours pensé travailler dans l'édition. Je cherchais un fil conducteur qui me permette de retrouver mes vieilles qualités de baratineuse. Je crois que je vais me présenter chez un éditeur quelconque. Il faudrait parler le français et l'allemand, m'a rétorqué JC, sans la moindre pitié. Et même plusieurs autres langues, l'espagnol, l'italien, voire mieux, le russe. Tous les ans, en juin, des centaines de filles débarquent à New York et s'imaginent qu'elles vont devenir rédactrices. Il faut avoir quelque chose en plus de l'ordinaire. Vous devriez apprendre des langues. Je n'osais pas dire à JC qu'il ne me restait pas une minute de libre dans mon emploi du temps de dernière année pour m'inscrire en langue. Je suivais un de ces cours de licence libre qui vous enseignent à réfléchir en autodidacte, et à part des cours sur Tolstoï, Dostoïevski, un séminaire sur la création poétique contemporaine. Tout mon temps était pris par la rédaction d'une thèse obscure sur James Joyce. Je n'avais pas encore choisi le thème, n'ayant pas encore achevé la lecture de Finnegan's Wake. Mais mon professeur semblait très emballé par ma thèse, et il m'avait promis quelques tuyaux sur la récurrence des dualités chez Joyce. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je répondu à JC. Peut-être pourrais-je suivre un de ces nouveaux cours de formation accélérée en allemand de base. À ce moment,
je pensais encore pouvoir effectivement le faire. J'avais le don de convaincre le recteur que j'avais le droit de faire des choses exceptionnelles. Il me considérait comme une sorte de cas intéressant. Au collège, je devais suivre des cours obligatoires de physique-chimie. J'avais déjà suivi avec succès un cours de botanique. Pendant toute l'année, je n'avais loupé aucune colle de contrôle. Et pendant un moment, j'avais caressé l'idée de devenir botaniste et de partir en Afrique ou dans les forêts humides de l'Amérique du Sud pour étudier des herbes sauvages. C'était beaucoup plus facile de décrocher une grosse subvention pour étudier des choses bizarres dans ces contrées reculées que pour étudier l'art italien ou l'anglais en Angleterre. Il y avait moins de concurrence. La botanique me convenait. J'adorais découper des feuilles, les placer sous le microscope, tracer des croquis de la croissance de la matrice ou de l'étrange feuille en forme de cœur pendant le cycle sexuel de la fougère. Tout cela me semblait terriblement réel. Le jour où j'ai mis les pieds en classe de physique, mon calvaire a commencé. Il s'appelait Monsieur Manzi. C'était un petit homme brun dans un costume bleu étriqué. Il parlait tourné vers la classe d'une voix trop aiguë et zozotante. Il avait une petite balle de bois dans la main. Il l'a déposée dans une gouttière inclinée et l'a laissée glisser jusqu'au fond. Puis, il s'est mis à parler de petit a, qui serait l'accélération, et disons petit t, le temps. Puis d'un seul coup, il s'est mis à gribouiller des lettres, des chiffres et des symboles, jusqu'à en avoir complètement recouvert le tableau noir. Mon esprit est devenu complètement frigide. J'ai emporté le livre de physique dans ma chambre. C'était un énorme bouquin à la couverture rouge brique, imprimé sur papier poreux pour duplicateur. 400 pages sans dessin ni photo, rien que des schémas et des formules. M. Manzi avait écrit ce livre pour expliquer la physique à des jeunes collégiennes. Et si ça marchait avec nous, il allait essayer de le faire éditer. Bon, j'ai étudié les formules, j'ai suivi les cours, j'ai observé des billes roulées, des cloches teintées. À la fin du semestre, toutes les autres filles étaient recalées à l'examen, sauf moi, qui avais réussi haut la main. J'avais même entendu M. Manzi répondre à un groupe de filles qui se plaignaient de la difficulté de ses cours. « Mais non, ce n'est pas trop difficile, puisque l'une d'entre vous a très bien réussi. »« Qui est-ce ? Dites-le nous, » avait-elle demandé. Mais il avait secoué la tête sans rien répondre, et il me souriait avec un air conspirateur. C'est ce qui m'a donné l'idée de sécher les cours de chimie du semestre suivant. Sans doute avais-je obtenu de bons résultats en physique, mais j'étais paniqué. Pendant toute la durée des cours, la physique m'avait rendu malade. Je ne supportais pas qu'on réduise tout à des lettres et des chiffres. Sur le tableau noir, au lieu de schémas agrandis, de feuilles, montrant les pores grâce auxquels elles respirent, ou des mots fascinants comme carotène et xanthophile, il y avait ces formules épouvantables avec des lettres en forme de scorpion que M. Manzi dessinait à la craie rouge. Je savais que ce serait encore pire pour la chimie, parce que, accroché dans le labo de chimie, j'avais vu le grand tableau des 90 corps simples sur lesquels tous les matériaux nobles, comme l'or, l'argent, le cobalt ou l'aluminium étaient réduits à des abréviations abominables, suivies de nombres décimaux. Si je devais encore me torturer l'esprit avec ce genre de truc, j'en deviendrais folle à coup sûr. Je louperais tout. Ce n'est qu'au prix d'un effort surhumain que je m'étais hissé jusqu'au bout du premier semestre. Je suis donc allé voir le recteur avec une idée en tête. Mon plan était le suivant. J'avais besoin de temps pour suivre un cours sur Shakespeare.
Après tout, j'étais en lettres. Il savait aussi bien que moi qu'en chimie, j'allais encore obtenir des résultats remarquables. Alors, à quoi bon passer des examens? Pourquoi ne pas simplement suivre les cours? À quoi bon les notes, les examens, etc. Il s'agissait d'une affaire d'honneur entre gens dignes de confiance. Le contenu importe plus que la forme, et ces histoires de notes étaient bien futiles, n'est-ce pas? Puisque nous savons pertinemment, vous et moi, que mes résultats seront excellents. Mon plan se trouvait renforcé, car le collège venait d'abandonner, pour les classes qui me suivaient, l'enseignement scientifique obligatoire en seconde année. La mienne était la dernière à fonctionner suivant l'ancien système. M. Manzi soutenait tout à fait mon plan. Je crois qu'il se sentait flatté de l'intérêt que je portais à ses cours, puisque j'allais les suivre sans aucun but matérialiste ou pragmatique, tel qu'obtenir de bonnes notes, mais au contraire, pour la seule beauté de la chimie. Je trouvais très ingénieux de ma part d'avoir suggéré l'idée d'assister aux cours de chimie tout en ayant changé pour Shakespeare. C'était un geste parfaitement gratuit qui semblait indiquer que je ne pouvais me résoudre à abandonner la chimie. Bien entendu, si je n'avais pas obtenu la meilleure note en physique, mon plan n'aurait jamais réussi. Je suis persuadé qu'on ne m'aurait pas écouté une minute, et j'aurais dû suivre les cours quand même si le recteur avait appris combien la chimie me fichait la trouille, me déprimait, et comment j'avais étudié des solutions désespérées telles que certificats médicaux assurant que les formules des cours de chimie me donnaient d'épouvantables migraines. Eh bien, ma requête a été acceptée par le conseil de la faculté, et le recteur m'a affirmé par la suite que plusieurs professeurs avaient été émus par ma demande. Il l'a considérée comme la preuve d'une grande maturité intellectuelle. Je ne peux m'empêcher de rigoler en pensant à la fin de cette année-là. J'allais 5 fois par semaine aux cours de chimie. Je n'en ai pas manqué un seul. M. Manzi, sur l'estrade du vieil amphithéâtre délabré, produisait des flammes bleues ou rouges, des nuages de fumée jaune, en mélangeant le contenu de différents tubes à essai. Pour ne pas l'entendre, je réduisais sa voix au bourdonnement d'un moustique, et je me détendais, jouissant du spectacle des lumières intenses, des flammes colorées. Et j'écrivais page après page de villanelles et de sonnets. M. Manzi me jetait de temps en temps un coup d'œil, et me voyant écrire, il m'envoyait des petits sourires approbateurs. Je crois qu'il pensait que je copiais ses formules, non pour préparer mon examen comme les autres filles, mais parce que ses explications me fascinaient à tel point que je ne pouvais m'empêcher de les noter.